Ça vous gêne pas les reflets, ça va? Non. Ok. Tu sais que tout Paris t'attend. Il t'adore, le public. Je vous admire, je vous aime vraiment beaucoup. J'ai envie d'arrêter tout, le théâtre, le cinéma. J'ai envie d'aller au bord de la mer. Bonjour Jean Becker. Bonjour. On est très honorés de vous retrouver aujourd'hui au Sable d'Olonne, presque sur les terres du personnage principal de votre 16e long métrage, Les Volets Verts. Les Volets Verts est tiré du roman éponyme de Georges Simenon et écrit en 1950, et dans lequel il livre son regard sur le cinéma et le métier d'acteur à l'époque. Il me semble que beaucoup aient tenté son adaptation au cinéma sans y parvenir, jusqu'à ce que Jean-Loup Dabadi s'y essaye à son tour. Pouvez-vous nous parler du film et de sa genèse ? Eh bien, Gérard, un jour, a parlé avec Piala, Maurice Piala, qui lui a dit « Ah tiens, tu devrais lire ça ». Et c'était Les Volets Verts. Je pense que c'est un bon sujet. Bon, exit Piala. Et Gérard rencontre les producteurs et dit « Bon, on va faire le film ». Et on va demander à Dabadi d'écrire le scénario. Malheureusement, le père Jean-Louis il nous a quittés. Alors, ils ont pensé à quelqu'un pour reprendre la barre. Et c'est tombé sur moi. Et Gérard, évidemment, n'a pas dit non, puisque j'avais déjà fait 2 films avec lui et qu'on s'était très bien entendu. Et est-ce que ce projet-là représentait du coup quelque chose de spécial pour vous et comment est-ce que vous l'avez accueilli, l'arrivée de ce projet ? Vous savez, quand on vous propose un film avec Gérard Depardieu, il faut être con pour pas l'accepter. En plus, un truc de Simenon, vous voyez, alors évidemment que j'ai sauté à pieds joints là-dedans, je me suis dit, je réfléchis un peu, j'ai lu l'adaptation de Jean-Loup, j'ai lu le bouquin de Simenon. Le personnage, pour moi, ne me convenait pas tel qu'il était raconté mais on peut même croire que Simenon, je vais peut-être dire une énormité, mais n'aimait pas les acteurs. Parce que pour faire un personnage aussi sombre et quelque peu antipathique de Maugin dans son livre, j'ai dit, mon producteur, moi je fais pas ça avec Gérard, moi. Je fais pas un personnage comme ça. Alors on va le changer. Hein. Et déjà, Jean-Loup avait commencé déjà ce travail en amont, vraiment. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce film et qu'est-ce que vous avez apporté de vous-même et de plus personnel dans la réalisation ? Énormément. Non, j'ai apporté quelques scènes de remplacement de celles que je n'aimais pas, telles que la scène de la pêche, par exemple, la publicité, qu'est-ce que l'autre, les Vendéens, le pêcheur vendéen, enfin plein de petits trucs qui font que j'ai, disons, remanié un peu l'histoire originale avec des petits trucs non pas de mon invention, mais vécu. Et justement, quel plaisir vous avez éprouvé après Elisa et La tête en friche à retrouver Gérard Depardieu et à collaborer, je crois, pour la première fois avec Fanny Ardant ? C'était pas la première fois avec cette femme délicieuse, avec cette voix charmeuse comme ça, comme je dis, cette personnalité presque insolite. Et cette histoire est presque, avec tout ce qui se passe autour, une véritable histoire d'amour et déçue parce qu'elle s'en va et que lui n'a pas compris qu'il était allé peut-être un petit peu loin et qu'il n'était peut-être pas pour elle un support assez fort pour qu'elle puisse continuer sa carrière, d'une part, et que le personnage de Maugin, je dis bien, était d'autre part un véritable alcoolique, invétéré, et qui avait une vie un peu dissolue, quoi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de leur personnage ? De comment vous les avez construits, comment vous les voyez ? D'abord, il y a l'écriture.
L'écriture, on fait en fonction, toujours aussi, des acteurs dont vous savez qu'ils vont interpréter les personnages. Mon père disait un truc, on ne choisit pas les gens par rapport à des rôles, on les choisit par rapport aux personnages qu'ils vont interpréter. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous avez choisi quelqu'un, ça veut dire qu'il correspond déjà à 90% du personnage, donc le casting est déjà fait. Donc la direction d'acteur, dont j'ai horreur de ce nom, c'est faux, c'est une vraie connerie. On ne dirige pas un acteur, on voit un petit peu s'il y a quelques petites choses à mettre au point, mais avant, en faisant quelques petits essais ensemble, des choses comme ça, pas pendant. C'est pour ça que vous faites très peu de prises, J'en notamment fais, pour 2 raisons. D'abord parce que moi, ça m'emmerde aussi de faire plusieurs prises. Et ça emmerde d'autant plus Gérard. Lui, il a hors de ça. Parce que si il considère à juste titre que s'il l'a donné comme ça, c'est qu'il pense qu'il faut le faire comme ça. Voilà, c'est tout. Et vous avez fait le choix d'une réalisation que moi j'ai trouvée assez illustrative, lente comme on l'aime, qui nous plonge vraiment dans l'esprit et dans le ressenti des personnages. Je pense notamment à la scène que Mogin rejoue tous les soirs avec Jeanne, dont il sait qu'elle lui échappe petit à petit. Les silences également ont une place particulièrement importante dans le film. Vous pouvez nous en parler de ça? Vous avez bien vu le film, hein? Ouais. Vous le connaissez bien? Je vous sais en pas, parlez bien. En tout cas, je le dis comme Non, je l'ai c'est vrai, ressenti. c'est sincère, ce que je dis. Et je trouve que, justement, cette scène où tout d'un coup il perd les pédales et qu'il ne se souvient plus de son texte, on sent peut-être beaucoup plus les rapports à ce moment-là d'acteurs réellement étant sur scène entre Fanny Ardant et Gérard Depardieu, avec cette petite charmante souffleuse qui va dépanner Gérard en lui soufflant le texte. Et le dépanner bien au-delà par la suite, sans rien dévoiler, quelque part. Il n'y a pas de cul, hein, non. Ah bah dans mes non. films, non. Mais justement, on parle pas de cul. Il n'y a pas de cul dans mes films. Il n'y en a pas, mais Non, très peu. ça l'aide quand même. Dans la vie, par contre, attention. Votre réalisation, mais aussi, j'ai trouvé les rapports humains en valeur, la solitude, en fait. Vous arrivez à montrer ce qu'on ne voit pas. On vient d'évoquer les rapports de Jeanne avec Mogin, mais au fil du film, il y a également le parcours de personnages dits de second plan, qui sont formidables. Il y a l'ami acteur, Félix, qui est interprété... il est formidable, Boulevard, il est magnifique. Il y a Alice, donc Stéphie Chemla, la compagne sincère et désintéressée. Et l'habilleuse. L'habilleuse, effectivement. Anouk Grimbert, oui. Le chauffeur, Fred Testo, qui est quasi méconnaissable. Oui. Et puis on a même le barman du Bœuf sur le toit, on a l'impression qu'il est complètement sorti de l'époque. On dirait Carmé. C'est exactement les personnages que j'ai pu rencontrer à une époque où je fréquentais justement le Bœuf sur le toit. C'était le style de ces gens, des habitués, ils les connaissaient tous, c'était ça, voilà. Et finalement, le film raconte tout autant l'histoire de ces personnages qui entourent Mogin et Jeanne et participent à leur parcours. C'était important pour vous de donner de la couleur et du corps à ces personnages dits secondaires? C'est primordial pour moi. Je veux dire que, d'ailleurs, dans mes films, si vous connaissez un petit peu ma filmographie, qui est épatante et formidable, talentueuse et tout, et des films absolument merveilleux que j'ai pu faire. Pardon. Mais c'est vrai. Non. Je trouve que, si vous voulez, ce qui m'intéresse le plus, c'est les rapports humains. C'est ça qui m'intéresse dans la vie en général et au cinéma aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un monsieur qui s'appelait Jacques Becker, qui était un grand metteur en scène. C'est bien ça qui m'a appris. Une réalisation simple pour ne pas perturber le spectateur par des effets de caméra qui ne servent à rien, et pour concentrer le spectateur sur l'histoire qu'on leur raconte, et non pas la perturber par des effets spéciaux ou des conneries qui font que d'un seul coup ils décrochent, ou alors qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Ah, il a fait ça comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, oui. Ah, c'est comme ça. Si commence à dire ça, une histoire, elle est foutue. Hein. Complètement. Je peux vous le dire. Complètement. Touchez pas au Gresby. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est simple. Il faut faire... Pour certains sujets, je n'ai pas dit pour tous, évidemment. Pour certains sujets, il faut aller à la simplicité.
Et dans ce sens-là, par rapport à ce que pensait mon père et de ses films, j'ai été un très bon élève. Voilà. Et ces acteurs dits de second rôle, je sais que vous n'aimez pas le terme, vous les avez choisis comment? Je vous ai dit ce que mon père disait. Non. Eh ben, mon père disait qu'il n'y a pas de premier, second rôle. Là. Il n'y a que des personnages dans le film. Un type qui dit qu'il va ouvrir une porte, peut-être dire une petite réplique amusante, d'un seul coup, vous allez vous souvenir, oh, le mec qui fait ça, il est génial. Parce que, il y a, je vous dis, des personnages qui sont expliqués et qui vous apportent quelque chose dans un film. À ce moment-là, que ce soit petit, grand, machin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui vous a marqué dans le film et les personnages qui, justement, vous ont amusé ou intéressé. Voilà. Tout ce qu'il dégage. Dans vos films, vous avez souvent mis en valeur les gens ordinaires qui vivent loin des grandes métropoles, que ce soit Paris ou les autres. Et dans celui-ci, vous contribuez à décrire le monde du cinéma entre Paris et le sud de la France dans les années 70. Est-ce que c'est un exercice qui vous a plu? J'ai parlé du monde, non pas non plus du cinéma, mais du monde d'un acteur qui, à cette époque, je dis bien, là, le film se passe normalement en 60. Hein. Bon, il aurait peut-être dû se passer en 50, mais bon, mes producteurs préféraient que, bon, ça a été entre 65 et 70, etc. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'époque, si ce n'est que c'est pas la nôtre. C'est pas celle qu'on vit en ce moment. Hein. Et surtout par rapport aux acteurs. À cette époque-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au théâtre, ils commençaient à faire du cinéma, et ils commençaient à faire un peu de pub pour arrondir les fins de mois. Je ne raconte pas la vie, disons, la vie bourgeoise, ou ça, pas du tout, du tout. Je n'y touche pas. Le seul où j'ai raconté un peu la vie des bourgeois, c'est dans 2 jours à tuer. Ouais, où d'un seul coup, Albert Dupontel pète les plombs et leur sert leur couplet à chacun. La bande originale du film, elle nous a semblé volontairement discrète et sobre, comme si vous aviez souhaité laisser toute la place à l'atmosphère créée par le cheminement des personnages. Même quand on a Alice qui chante sur la terrasse de la villa, c'est comme pour nous ancrer dans la vie et dans le présent. C'était un choix délibéré ou juste naturel? Premièrement, c'est pas moi qui l'ai faite, mais quand je l'ai vue, je l'ai trouvée très bien. Justement, comme vous dites, tout à fait discrète et agréable à regarder, qui ne raconte rien tout en racontant tout. Donc, pour moi, elle était tout à fait valable. Je n'ai pas du tout dit « Oh, bah non, c'est bon. » Non, j'ai tout à fait acquiescé à ce qu'elle passe dans les cinémas, avec évidemment mes producteurs. Et sur la musique, pour moi, il y a eu un moment marquant, c'est la clôture du film qui se termine sur l'interprétation de Gérard Depardieu d'une petite cantate qui était une chanson de Barbara, écrite pour son ami pianiste disparu. Et elle ne l'a jamais retirée de son tour de chant par la suite. Le choix de cette chanson et puis les parallèles qu'on ne peut pas s'empêcher de faire entre Jules Maugin et Gérard Depardieu, est-ce que c'est anodin ou est-ce que ça participe à quelque chose d'autre qu'on pourrait appeler un genre de confusion volontaire, peut-être? C'est un choix de ma part. Si vous voulez, j'y ai pensé pour pousser un petit peu plus la découverte que faisait Maugin, le personnage de Maugin, d'un rapport qu'il avait avec cette petite fille. Et d'ailleurs, à un moment donné, il dit « cet enfant que je n'ai pas eu ». Il parle de ça. Et on sent tout d'un coup qu'il se découvre en fait un grand-père. Et il a envie de lui chanter, ça serait une autre cantate, il a envie de chanter ça à cette petite fille. Pour moi, c'est pour ça qu'il chante. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer aussi cette petite chanson. Et vous, qu'est-ce que vous retiendrez des volets verts et la couleur. La couleur? Le vert. Non, le vert que je tiens dans la main. C'est pas la même couleur. Voilà. Non, mais vous en retiendrez quelque chose en particulier de cette expérience? On retient toujours des choses d'un film. Évidemment. On retient toujours la façon dont quand il a démarré, dont il s'est mis en forme. Donc, les souvenirs que vous en avez, c'est souvent lié
au bonheur que vous avez rencontré de tourner certaines scènes, des rapports que vous avez eus avec les acteurs. Par exemple, j'ai fait 3 films avec Villeray, Dussolier et Dussolier. Pour moi, c'était magnifique de pouvoir les avoir dans 3 films comme ça, très différents les uns des autres d'ailleurs, parce que en plus, c'est des amis de conservatoire qui s'entendaient très bien, tout en fait, c'est Villeray qui martyrisait Dussolier. On aurait pu le contraire, mais c'est pas du tout ça. Et voilà. Donc vous voyez, par exemple, pour ces 3 films-là, c'est le couple de ces 2 acteurs qui m'ont charmé pendant tout ce film. Et puis les rapports que j'ai pu avoir avec justement mon fils sur la production, sur la façon dont c'est monté. Les souvenirs, ça vous peuple votre vieillesse. Et du coup, Jean, est-ce que c'est dur, quelque part, d'abandonner un film au public, au sens positif du terme, au sens d'un abandon c'est dur ou ça se fait facilement? Non, c'est très dur. Lorsque quelqu'un vous dit, ça m'est arrivé une fois, mais vraiment assez fort, elle me dit, une personne au moment des questions finales dans la salle, je n'aime pas du tout votre film. Alors, vraiment pas du tout. Il me passait au-dessus de la tête. Je ne comprends même pas comment vous avez pu faire. Alors là j'ai été très méchant. Là. J'ai pas traité de gourde, mais c'était limite, quoi. Donc, si vous voulez, non, les films, ils sont derrière vous. Dès que vous les avez finis, il ne faut plus... C'est après, vous revenez, vous les revoyez. Par exemple... à La Rochelle, ils vont passer 2 films avant de passer Les Volets Verts. Dans le premier film que j'ai fait avec mon fils, et Voyage Jardin, et le deuxième film que j'ai fait avec Gérard, qui s'appelle La tête en friche. Bon, c'est limite si j'ai ou non l'envie de le voir. J'ai envie, et à la fois je me dis, j'y vais pas, quoi. Ça vous appartient presque plus après? Ah si, ça m'appartient. Non, mais comment? Malgré tout. Non, mais ça va pas, non. Si. Non, je suis sûr. Non, mais si. Non, ça m'appartient toujours. Non. Et non, quand je dis ça m'appartient, c'est tout ce qui s'est passé autour qui m'appartient. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que le public retienne des Volets Verts? Moi, je suis très franc. Je pense que Gérard Depardieu, c'est l'un de ses meilleurs films. Voilà ce que je pense. Et que si les gens doivent, par moments, critiquer sa vie personnelle dans certaines déclarations qu'il a pu faire, etc., il ne faut pas oublier que c'est un homme qui est un des plus grands acteurs que l'on ait pu connaître, même les jeunes. C'est exceptionnel. Moi, quand je le regarde comme ça, je raconte une petite histoire. Un jour, je tourne Elisa. Oui. Et Gérard arrive et je lui dis, écoute, j'ai un problème parce que j'ai appris que sur Germinal, tu avais shooté le combo de Berry. Il me dit, oui, mais alors il venait de découvrir le combo. Alors moi, évidemment, je connaissais très bien puisque j'avais fait de la pub et que c'était Et je lui ai dit, mais attends, moi, c'est mon instrument de travail. Si tu m'enlèves le combo, je suis foutu. Mais non, mais pas toi, mais lui, il passait son journée dans une casemate à regarder ça. Alors ça m'a énervé. Bon, j'ai dit, ok. Mais toi, si tu veux venir voir un peu la scène qu'on vient de tourner, oh non, j'aime pas me voir, j'aime pas me regarder. Et puis on passe les trucs sur le combo et je le voyais tourner autour comme ça, et regarder. Puis finalement, il est venu regarder ce qu'il avait fait. Et vous le croirez ou non, j'espère que vous le croirez, il regarde le truc et il fait, regarde ce qu'il va faire. Mais oh oui, il le fait, dis donc. Il se regardait, il savait même plus ce qu'il avait fait. Vous voyez ce que c'est qu'un rapprochement d'un acteur et du personnage?
cette espèce de communion qu'il a fait malgré lui, parce que je veux dire, c'est instinctif de faire ça. S'il accepte de jouer quelque chose, il a fait des tas de conneries. Mais quand c'est un personnage important, lui, ça fait partie de lui-même, quoi. Le personnage fait partie de lui-même. On peut dire tout ce qu'on veut d'un acteur. Moi, je les préserverai toujours. Merci beaucoup Jean Becker d'avoir pris le temps de partager avec nous, c'était un vrai privilège. On souhaite tout le meilleur au Volet Vert et on espère vous retrouver vite pour évoquer votre prochain film si vous êtes d'accord. Ben avec plaisir, surtout s'il y a un bon rouge. Merci beaucoup. J'ai envie d'arrêter tout, le théâtre, le cinéma. J'ai envie d'aller au bord de la mer. Viens, on va prendre un verre. Je peux pas, je suis déjà prise. Elle est plus là, voilà. Qu'est-ce que t'espères, au juste? Je sais pas, ça m'explique pas. Quand on aime, est-ce qu'il faut pas toujours espérer? Je vais me marier, Jules. Arrête de lui écrire. Ça sert à rien. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Tu t'es acheté des nouvelles chaussures? Oui? Comment tu le sais? Je sais tout de toi. Je vois tout de toi. C'est quand le cœur éclate, qu'on reste silencieux. Mon Jean. Allez, salut l'artiste! C'est un sculpteur. Il met du vide là où ça va craquer. Attendre. Faire attendre. C'est ça qu'il fait, mon Jean.